C'est la fierté de se dire on a été un peu plus loin que nos parents qui n'ont pas forcément eu la chance. Pas de savoir si la discrimination elle existe, c'est clair. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'elle va t'empêcher de devenir ce que tu veux être. C'est ça la vraie question. Enfants issus de l'immigration, ils sont devenus chefs d'entreprise, médecins, danseurs ou femmes politiques. Comment vivent-ils leur réussite et comment essaient-ils de faire bouger la société française? Élise Lucet et ses invités reviennent sur ces nouveaux bourgeois. Qu'est-ce qui a changé véritablement dans le regard qu'on porte sur ces enfants de l'immigration issus de l'immigration depuis quelques années? Qu'est-ce qui a changé? Justement, c'est le regard des médias sur cette nouvelle génération. Très longtemps, cette génération de garçons ou de filles a été confinée à des préjugés liés à leurs origines territoriales, leurs origines culturelles. Il y avait cet amalgame diversité égale banlieue, et donc qui était le sport, la musique, ou le jeune des banlieues excité souvent, etc. Et là, il y a effectivement, à travers les vagues d'immigration, la première, deuxième, troisième génération, il y a l'émergence d'une élite un peu issue de cette immigration. Mais vous le constatez objectivement, dans les médias, ça bouge. D'abord, je constate dans la réalité des faits, dans les banques, dans les médias, dans le recrutement dans les médias, ça bouge. Ça bouge jamais assez vite pour nous, mais ça bouge. Il y a des réalisations mais ça bouge tout doucement. Donc, moi, je parlais récemment avec une autre journaliste du rôle notamment des experts dans les médias. C'est vrai que ce rôle d'expert, il est normalement confiné à une élite blanche, souvent masculine. Et c'est vrai que nous, on essaye de faire bouger ça. Nous aussi. Hein. Oui, absolument. Mais c'est pas toujours évident, effectivement, parce que c'est nouveau. Oui, on a cette volonté de faire bouger les choses. De nouvelles personnalités éminentes, intéressantes. Najat. Je voudrais quand même apporter un bémol à ce que disait Amirouche, parce que je ne suis pas sûre d'avoir le même regard relativement optimiste sur la situation. À votre question, qu'est-ce qui a changé depuis quelques années dans le regard que porte la société sur ces jeunes issus de l'immigration? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on n'est pas forcément allé vers du progrès. J'ai l'impression en particulier, bien sûr que dans certains aspects de notre vie en commun, les choses se sont un peu améliorées, notamment en politique, dans la représentation médiatique, mais par ailleurs, moi, mon sentiment, c'est que la détérioration des conditions de vie dans les banlieues, en particulier, a conduit finalement, y compris les médias et les hommes politiques, à ne quasiment plus présenter de la banlieue qu'un visage extrêmement violent, agressif, fait de délinquance, de mal-être et d'une jeunesse qui se désespère. Pour le coup, et que du coup, aujourd'hui, quand on vous parle... instrumentalisé politiquement. Voilà, quand on ne présente que ça, il y a un problème. Voilà. Vous avez un parcours formidable, je l'ai dit, vous avez été remarqué par Talent des Cités au Sénat, vous êtes diplômé, vous avez une maîtrise, un DESS, vous avez enseigné pendant 8 ans, je crois, et puis vous avez décidé de créer votre propre entreprise, justement, dans une cité. Racontez-nous. Alors oui, effectivement, moi je suis née à Saint-Denis, près de la cité des Francs-Moisins, qui a fait l'objet de nombreux reportages. J'ai enseigné à La Courneuve, à Bobigny, à Drancy, donc dans des lycées souvent classés ZEP. Effectivement, c'est des secteurs géographiques dont on parle beaucoup parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais il se passe aussi beaucoup de choses positives. Il y a des élèves qui veulent s'en sortir, avec des élèves qui avaient de très très bons résultats, qui étaient très bien cadrés à la maison, pour lesquels il y avait un très bon suivi. Donc mon expérience de prof m'a permis vraiment de constater sur le terrain qu'il y avait des jeunes qui avaient des profils tout à fait mais dont on ne parlait pas, ou très peu. Le peu qu'on peut apporter, on l'apporte sans même le savoir. Il y a toujours une part qui nous excède dans ce qu'on peut être amené à construire, à bâtir, des effets qui nous échappent, des conséquences favorables qui finalement se déploient, y compris à notre insu, parce que quel que soit l'endroit qu'on occupe et le travail qu'on fait, moi, j'imagine que je suis loin d'imaginer, de comprendre tout ce qui se passe à la suite de mes cours à la fac. Parce que sans vouloir être des modèles, parce que ça c'est bien dit aussi dans le reportage, par les intervenants qui ne veulent pas toujours être des modèles, vous faites bouger. C'est très joliment dit ce que tu viens de dire, et je m'y retrouve totalement, je voudrais le dire, parce que il m'est arrivé souvent dans mon jeune parcours politique d'avoir envie de baisser les bras,
de laisser tomber parce que parfois c'est quand même assez difficile, hein. Il faut pas imaginer le contraire. Et alors, c'est toujours dans des moments comme ça que je reçois des témoignages de gens, en effet, qui ont vécu mes interventions ou ma simple présence dans le paysage politique comme quelque chose qui a pu les aider, leur ouvrir une espèce de perspective plus joyeuse. Et c'est toujours avec ce genre de témoignages que je reprends goût, moi, à la politique. Donc je ne sais pas si ça vaut pour les autres, mais c'est intéressant. Ah, mais moi, ça joue. Enfin, c'est là l'opposition au terme de bourgeois, c'est que plus il y a de difficultés, plus j'ai soif de surmonter ces difficultés. Le jour où on nous laissera tranquille, je pense que nous, on baissera les bras. Le club Averroès disparaîtra le jour où la diversité sera naturelle dans les médias. Mais tant que c'est pas naturel, eh bien, on sera là et on aura face à faire. L'adversité vous donne de la niaque, quoi, comme on dit. Complètement. Et c'est ce qui nous donne un surcroît finalement de réussite parfois, parce que effectivement, il y a plus d'adversité quand on est issu d'un milieu d'abord social qui est modeste, et puis quand on est issu d'une autre culture, et donc ça nous donne encore plus l'envie de faire face. Et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui nous pousse à être moins complaisants. C'est-à-dire qu'il y a ça peut avec parfois, vous-même ou avec les autres? Et en général, à tout point de vue, je pense que ça oblige à une forme de responsabilité accrue. Vous êtes plus cash, comme on dit? Oui, sans doute, oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre de détours. Et puis je crois que ça a aussi à voir avec le fait de ne pas vouloir gommer toutes les aspérités. Il faut parfois être un peu radical dans ce qu'on présente, dans les propositions qu'on fait, y compris dans mon travail. Je veux dire, quand je fais des analyses sociologiques, je ne les fais pas à moitié. Parce que, effectivement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de les faire à moitié. Il faut proposer des choses, parce que là, il y a un véritable travail de mise à disposition de connaissances qui elles-mêmes deviennent des enjeux de pouvoir. Donc, ça se situe à des endroits extrêmement stratégiques et névralgiques. Oui. Nacera Porsan, est-ce que vous sentez justement, je disais, vous êtes plus efficace que plein de slogans de campagne, ou est-ce qu'au contraire c'est difficile? Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Najed, Nacera, après Talent des cités, en fait, on a eu plein de témoignages. On a beaucoup pleuré. Ouais. Parce qu'on a eu plein de témoignages. On pensait qu'on était, une petite entité dans notre petite ville. Et en fait, on a eu des témoignages de Savoie, des Vosges, de partout en France. Et d'abord de soutien, mais aussi des personnes qui avaient envie d'entreprendre, qui simplement par cet événement-là et par le témoignage qu'on avait pu faire ce jour-là au Sénat, qui nous ont dit c'était un bout de notre vie, c'était un bout de nos objectifs, et voilà, et c'est ça. Et je pense que la bourgeoisie, si je dois la définir, ce serait ça en fait. Ce serait tendre vers un objectif, se réaliser. Le scandale du Mediator va-t-il changer le fonctionnement de l'industrie du médicament? C'est la question que se posaient les spécialistes et experts invités sur le plateau de Benoît Duquesne. Est-ce que vous avez, vous, l'impression aujourd'hui, après ce qu'on vient de connaître, que là, il y a eu un déclic? Écoutez, oui, je crois, mais ça, il faut attendre. Il faut attendre parce que, en ce qui concerne les déclarations, quels que soient les gouvernements, on a toujours été très très fort pour faire de grandes déclarations. Maintenant, j'attends le gouvernement au pied du mur lorsqu'il s'agira de prendre des décisions. Parce qu'il faut pas oublier que le lobby de l'industrie pharmaceutique est très 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 puissant. Alors. Et il a des moyens qui, souvent, ont découragé beaucoup de gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, et peut-être vont en décourager un certain nombre à l'avenir, quelles que soient leurs bonnes intentions. Mais je crois qu'il faut aussi bien voir que tous les jours, il y a des gens qui prennent des médicaments, qui est très utile pour leur santé, donc il ne faut pas non plus avoir une vision trop noire du système. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont utiles pour les patients. Moi, j'ai fait des greffes pendant des années. Si on disait il n'y a pas d'immunosuppresseur, il n'y a pas de greffe et les gens meurent sans greffe. Donc, il ne faut pas non plus voir la mariée trop... Heureusement qu'il y a des médicaments quand même. Heureusement qu'il y a des médicaments. Bon, mais ça ne doit pas pour autant tout justifier, tous les débordements, tous les excès. Il y a des améliorations, c'est clair. De toute façon, il faudra toujours surveiller les effets à long terme des médicaments, parce qu'on ne peut pas attendre 20 ans pour mettre un médicament sur le marché. Donc de toute façon, il y aura toujours des effets indésirables à très long terme. Vous dites qu'il y a toujours une petite prise de risque quand on met un médicament. On ne peut pas tout savoir de ce qu'il va produire. Absolument pas. D'accord. Il faut l'admettre, ça. Et il faut l'admettre. On ne pouvait pas prévoir que le traitement de la ménopause allait augmenter le risque de cancer du sein. Il a fallu très longtemps pour s'en apercevoir. On avait encore moins prévu qu'il allait augmenter les risques cardiovasculaires. Il a fallu très longtemps pour s'en apercevoir. Et ça augmente un peu des risques très fréquents,
des traitements très utilisés, ça finit par faire pas mal de dégâts. Bon, il faut toujours... Donc, hors de toute culpabilité, il s'agit simplement de se dire, OK, un médicament, on en sait certaines choses quand on le lance, mais on ne sait pas tout. Je crois que là, on a vraiment des questions fondamentales à se poser. Quand on regarde la place de l'industrie pharmaceutique dans la formation médicale continue, dans l'aide à la recherche, dans les publications, sa place à l'hôpital, on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin, et moi j'espère que Mediator va être l'occasion de le faire, de se poser la question de cette interdépendance extrêmement délétère. Délétère, évidemment, pour la santé publique, délétère pour la santé des Français, mais je veux dire délétère à terme pour les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'on n'est pas capable de distinguer les bons produits des mauvais, et on risque d'avoir un discrédit général sur le médicament qui n'est pas souhaitable. Qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça aille un petit peu mieux et qu'on n'ait plus le Mediator ou le Mediatueur comme on l'a eu là? Je crois qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Les crises de cette nature, elles ont un côté évidemment effroyable pour les patients qui sont concernés, mais malgré tout, elles sont l'occasion d'identifier, c'est ce que l'IGAS a montré, un certain nombre de points d'amélioration. Donc ils ont été clairement identifiés. Il faut certainement clarifier la question des liens d'intérêt pour apporter plus de crédibilité à l'expertise, et ça, je sais que le sénateur... Donc avec des experts pour ça, vraiment indépendants des laboratoires. Oui, en sachant qu'il faudra les trouver, ce qui n'est pas toujours facile dans certains cas. Oui. Il faudra les payer, quoi. Il faudra avoir des gens qu'on paye vraiment... Voilà. Peut-être. C'est du bénévolat actuellement, alors évidemment, on trouve personne, évidemment. Donc ça, indépendance des personnels. Amélioration, disons, du fonctionnement des commissions pour qu'il y ait un regard extérieur, qu'on gère peut-être mieux la question des personnes qui peuvent avoir des liens d'intérêt. Enfin, il y a une amélioration du fonctionnement. Deuxièmement, il faut certainement aussi essayer d'améliorer la capacité à détecter des signaux faibles, ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Quand ça remonte comme ça, de ci, de là. Alors, en particulier en s'appuyant sur les techniques d'épidémiologie dont parlait Madame Hill, qui sont très importantes et qui permettent à partir des bases de données, notamment de l'assurance maladie, parce que le problème, c'est qu'un essai clinique, si ça met en jeu 1000, 2000 personnes, ça suffit pas à détecter un événement qui apparaît une fois sur 10 000. Donc, en revanche, si on a des cohortes de patients suivis et bien gérés, on peut mettre en évidence... Le personnel et leur expertise et leur indépendance, la vigilance. La vigilance avec l'amélioration du dispositif de pharmacovigilance. C'est quoi? C'est les deux principales mesures que vous souhaitez voir prises? Je pense qu'il faut aussi rapprocher le fonctionnement de la commission d'AMM, d'autorisation d'utilisation. Il faut que les liens, l'information circule mieux entre la vigilance et l'autorisation d'utilisation. Ça, c'est certainement un point important.